pouvoir central qui tient le politique et qui tient l'économie. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas être brillant en affaires, on fait de vous un homme d'affaires en vous donnant suffisamment de prestations. Ça veut dire on peut décider qui, l'autoritarisme politique, d'enrichir n'importe quel citoyen. Et un gars peut être brillant, mais il finira bensikineur. Parce que le système, elle peut percer, vous devenez riche. Sans que personne ne vous ait vraiment tenu la main. Vous allez en Russie ou en Chine, si le parti communiste n'est pas derrière vous, soyez intelligent, vous n'irez nulle part. C'était les pays communistes il y a encore 30 ans. 30 ans, c'est récent pour l'histoire du monde. Donc, les gens ne pouvaient pas être communistes. C'est-à-dire, on dit la liberté personnelle, l'enrichissement personnel, ça n'existe pas. Et puis, en 30 ans, on vous dit qu'il y a des milliardaires en Chine, des milliardaires en Russie. Ça veut dire que l'État a décidé d'enrichir certaines personnes. Pareil pour nos jeunes États. Oui. On a aussi nos partis communistes. C'était les partis uniques. Le parti unique qui décidait de fabriquer des hommes d'affaires. Ça veut dire, tous nos aînés bamilekés qui sont riches là, quand quelqu'un vous dit j'ai vendu la cola, machin, truc, c'est un blagueur. L'État a décidé de créer une noblesse économique. Dans toutes les couches. Vous dites que c'est un blagueur. C'est un blagueur. Ça veut donc dire, même quand nous devenons, semble-t-il en 90, avec le retour au multipartisme, un semblant de libéralisme politique, on reste l'autoritarisme politique. C'est-à-dire aujourd'hui, le RDPC est comme un parti unique. Les autres là sont des amuseurs publics. RDPC contrôle le Cameroun. Le RDPC décide donc pour sa politique économique de créer une noblesse économique ou de continuer à créer une noblesse économique. Ça veut dire, moi et tout qui vous parle, il suffit qu'on m'attrape, on me donne même seulement une vingtaine de petits, ce qu'on appelle 4-9 au Cameroun. La prochaine fois que je viens ici, je viens dans un Prado avec chauffeur. Et ce n'est pas de l'argent volé. Maintenant, pour que ça marche bien, l'État peut décider d'aider les gens comme ça, mais suivant des critères transparents, précis. Si bien que ceux qui vont bénéficier de cette manne étatique, ils pourront marcher la tête haute. C'est-à-dire, on met des critères transparents, il y a des commissions d'évaluation et tout, l'État peut financer certains projets. Mais quand ce n'est pas une besoin politique, on peut donc décider de choisir qui est-ce qu'on va donner. On peut donc donner à quelqu'un sans marché de 5 millions, banquement administratif. Oui. C'est légal, vous allez faire quoi? Et le gars, il était pauvre il y a 20 ans, il devient riche aujourd'hui. Qu'il vous nargue pas, ça maintenant, c'est, on peut dire, bon, sois quand même un peu humble. Mais on a enrichi quelqu'un, il devient riche, c'est légal. C'est peut-être pas légitime. Est-ce le cas du fameux homme d'affaires? Il y a des photos qui circulent en 99, on le voit dans un accoutrement, si ce n'était pas le théâtre, l'accoutrement d'un Camerounais lambda moyen. Maintenant, s'il est devenu riche, je voudrais bien voir la start-up qu'il a lancée et le produit commercial qu'il a mis sur le marché, qu'il a propulsé. Si ce ne sont que des prestations avec l'État, ce n'est pas illégal. Mais ça relève donc de la discrétion de celui qui tient les cordons de l'État. Et c'est un des investissements qu'il a érigé dans la ville de Yaoundé, notamment le groupe de presse et d'autres entreprises dont de moi. Très bien, sauf que je voudrais bien savoir, quand vous mettez en place un groupe de presse, si le groupe de presse n'est pas financé par l'État, il faudrait que derrière, il y ait des clients qui achètent suffisamment ce que vous produisez pour faire tourner le groupe de presse. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant au Cameroun. Nous faisons semblant d'être des amateurs de football comme si on aime le foot. Un Camerounais, on dit le SMIC à 36 000. Si on dit même que l'accès au stade c'est 1000 francs, vous allez gagner 36 000 francs, vous allez prendre 1000 francs pour aller voir un match de football. Ailleurs, le football marche pourquoi? Parce que les gens prennent une partie de leur salaire, ils vont dans des stades de football. Ça fait tourner l'activité économique. Donc, soit l'État injecte, et l'État doit injecter dans les pays qui ne connaissent pas le libéralisme économique. Les pays communistes ne connaissaient pas ça. Donc, quand quelqu'un devient riche en Russie ou en Chine, l'État lui a donné de l'argent de manière discrétionnaire. Dans nos jeunes États, on était tous cultivateurs. Quelqu'un nous dit qu'il est devenu milliardaire. Ceux qui veulent croire les contes de fées,
L'État a décidé de créer une noblesse économique. C'est normal. Maintenant, si aujourd'hui on met des critères transparents, beaucoup de promoteurs de projets vont se bousculer. Il y aura certainement encore un peu le favoritisme, mais ce sera transparent. Si on veut financer 100 personnes, et s'il y a déjà une choix de 30 personnes là, on sait qu'ils seront là. Il y a quand même 70 gars sortis du néant, comme nous, qui vont en bénéficier. Mais si c'est 2 ou 3 personnes qui en bénéficient exclusivement, c'est normal que les gens ne voudront pas qu'il y ait de la publicité dessus. Pourtant, les finances publiques, ça doit être public. Et en parlant de finances publiques, je vais chuter par là. J'ai fait un cours de finances publiques à l'université de Yaoundé. J'ai eu 18 sur 20, donc j'étais le meilleur étudiant. Oui. Je n'ai pas compris grand-chose à ce cours. Le cours était dispensé par un certain P.K. Sandam, professeur, et aujourd'hui, quelque part au Premier ministère, je ne sais pas trop ce qu'il dit. Conseiller technique au Premier ministère. Je vais donc vous dire, ce gars ne comprenait pas grand-chose dans son cours lui-même. Moi, je parle sans me cacher. Parce que je posais souvent des questions. Quand quelqu'un répond, vous sentez qu'il récite ce qu'on lui a fait rester lui-même. J'ai compris les finances publiques il y a 2 mois. Je parle d'un cours que j'ai fait il y a 15 ans. Il a eu 18 sur 20, c'est le meilleur élève. Je n'ai pas compris grand-chose. Il y a un document que le ministère des Finances a sorti qui s'appelle Budget citoyen. On explique sous forme de bande dessinée comment le budget est constitué et tout. Regardez ce document, j'étais en même temps content de l'explication d'apprendre parce qu'un homme de science aime qu'on lui simplifie la vie. Mais en même temps, j'avais la rage au cœur de savoir que l'opacité, la volonté de mystifier est très présente dans notre système éducatif. Sinon, le meilleur étudiant ne comprend rien à l'économie, aux finances publiques. Vous croyez que c'est les gars lambda qui vont y comprendre? C'est donc normal qu'on veuille rendre ces choses nébuleuses. Parce que justement, on choisit sur des bases discrétionnaires, arbitraires, des gens qui vont être des capitaines d'industrie. Vous entendez un gars se lève le matin, on ne connaît pas qui était son père, qui était sa mère, on vous dit qu'il a déjà 2, 3 hôtels, il a des immeubles, il est patron d'un groupe de presse. Non mais attendez, ça ne tient pas la route. Et pour que ça tienne la route, il faut donc créer l'opacité. Il ne faut pas que les gens comprennent les règles. Parce que dès qu'on met la lumière, il faut la transparence. Dès qu'il y a la transparence, des petits privilégiés pourront continuer à bénéficier, mais la grande masse va y accéder. Les NAM, on y entre comment? Vous ne savez pas? L'IRIC, on y entre comment? Vous ne savez pas. Très bien. Est-ce qu'il y a un Camerounais normal qui, quand il dit je vais aller faire ça, il ne cherche pas d'abord dans ses réseaux s'il peut voir un aîné qui peut essayer de regarder son dossier? Donc, notre pays est structurellement comme ça. Nous avons la prétention de faire partie des meilleurs, et nous le sommes même. Mais nous avons quand même raté flagrant, nous avons raté les noms. Par manque de réseau? Il en fait pour rien. Mais quand nous parlons, quand nous écrivons, on dit mais ce gars est brillant. Mais quand on veut placer des gens, on place des gens que nous répétions à la limite. Si vous parlez, on va dire que vous êtes aigri. Le pays fonctionne comme ça. Ça peut être corrigé progressivement. Et c'est regrettable qu'il faille des sacrifices, n'est-ce pas, de la trempe de ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Mais pour casser la chape de plomb au Cameroun, ce fameux libéralisme dont on parle là, il doit être économique, mais il doit d'abord être politique. Si pour arriver au sommet de l'État, c'est quand même une compétition plus ou moins transparente, on ne serait pas en train de parler comme Raphaël Ndegou, de guerre des réseaux au sommet de l'État pour la situation du chef d'État. Vous comprenez donc que cadre d'électeurs, tout ça, on s'en fout éperdument. Les gens tiennent quelque chose, par l'opacité, par le mysticisme, par tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas de transparence. S'il y avait transparence, il n'y aurait pas de problème de situation sur l'État, donc il n'y aurait pas de clans qui se formeraient. Tous ces éléments se tiennent, c'est assez imbriqué. Je vais m'arrêter là, merci. La prochaine halte de Saint-Pierre. Et c'est avec Diane Tangana. Bonjour Diane. Bonjour Serge. Jean-Paul Chounia quitte Equinox TV et rejoint Balafon TV. Le célèbre reporter quitte le navire Equinox après plus de 15 années. Il rejoint Emmanuel Wapi à Balafon TV de Cyril Bodjiko. Les départs de ténors se poursuivent dans la chaîne de Siveran Tchunke. Après Emmanuel Wapi, Géraldine Wafo ou encore Cédric Noufele et Eric Fopoussi, c'est le tour de Jean-Paul Chounia de jeter l'éponge. Après sa démission le 25 janvier 2023, il a officiellement pris service à Balafon Média le lundi 30 janvier 2023.
Jean-Paul Chouniat a passé plus d'une quinzaine d'années au sein du groupe Equinox, où il a côtoyé de hauts fonctionnaires de la République. Reporter, ce communicateur formé à l'ESSIC a notamment animé Chemin de la CAD, une série documentaire sur la Coupe d'Afrique des Nations. En plus de ses milliers de reportages et interventions dans les émissions de la chaîne qui lui ont permis de gagner en notoriété auprès des téléspectateurs. Notoriété qui lui vaut en 2020 le prix de reporter préféré aux médias, aux awards des médias. Michel Gatouka est également la porte d'Equinox. L'ex-présentateur du 10-12, le Zénith, a quitté mardi dernier la chaîne de Siveran Tchouke, un départ qui survient quelques jours après celui de Jean-Paul Chouniat. Dans une publication sur Facebook, le journaliste adresse un message de remerciement à ses compatriotes, fait le bilan de son séjour à Equinox, mais ne donne pas de façon claire les pistes de sa prochaine destination. Depuis sa sortie des antennes, il mène des activités de maître de cérémonie dans le cadre de son label Ceremonial Event. Michel Gacho a travaillé à Dream FM et à Afrique 2 Radio. Il était également ici à la radio Tiemini Santo. Bruno Bidjan, nommé directeur général des médias du groupe L'Anecdote. Dans une série de textes portant réorganisation des médias du groupe L'Anecdote, signé par Jean-Pierre Amougou Belinga, président-directeur général du dit groupe, nomme Bruno Bidjan au poste de directeur général de tous les supports médiatiques du consortium. Il coordonne Vision 4, Télé Sud, Vision 4, RCA, Satellite FM et le journal Anecdote. Sa nomination divise les internautes. Pendant que d'autres saluent sa progression, d'autres se demandent comment un élève journaliste pourra désormais manager les professionnels de l'information. Cette promotion positionne Bruno Bidjan au sommet de la boîte. C'est assurément le fruit de sa loyauté envers son patron. Bonnet Philippe, ancien directeur de Vision 4, devient directeur commercial des médias du groupe L'Anecdote. Avec Martinez Zogo, l'enquête est coincée dans les embouteillages de la manipulation et de la désinformation. Hier, nous avons passé toute la journée au secrétariat d'État à la Défense et singulièrement au service central de recherche judiciaire où bien des personnes et des personnalités publiques sont régulièrement auditionnées. De temps en temps, nous avons fait plusieurs tours à la première légion de la gendarmerie du centre dans les 2 creusets de sécurité par l'ombre du promoteur du groupe L'Anecdote. Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas en garde à vue dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense, contrairement aux rumeurs ayant circulé dans la nuit du 2 février 2023. Rumeurs relatives à son interpellation. Aucun mouvement des forces de sécurité de la République n'est visible. Aucun dispositif sécuritaire spécial n'est observé. Toutes les tentatives pour avoir accès à certains hauts cadres du secrétariat d'État sont restées vaines. Ils sont en mode radio-silence. Certains agents de la sécurité n'accréditent pas la thèse de la mise en garde à vue de l'homme d'affaires. Aussi ne valide-t-il pas le fait que ce dernier soit convoqué au CED. De toute évidence, aucune information ne filtre à ce propos. Pourtant, certaines publications abondamment relayées sur la toile, il y a 48 heures, le patron du groupe L'Anecdote aurait été convoqué au CED. Question d'être auditionné sur l'affaire relative à l'assassinat de Martinez Zogo. Toute chose qui n'est pas vérifiée sur le terrain. En effet, le promoteur de la chaîne de télévision Télé Sud n'a pas passé la nuit en garde à vue dans les cellules du CED, mais plutôt en sa résidence située à Oudja, dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Le journal Info Matin bluffe ses lecteurs. Annoncé à grande pompe sur les réseaux sociaux et notamment sur les plateformes WhatsApp le jeudi 2 février, une édition du journal Info Matin qui présente les Israéliens du BI qui invitent dans le dossier sur l'assassinat de Martinez Zogo. Bien des lecteurs se sont rendus dans les kiosques, mais cette édition était introuvable. Après des escapades infructueuses dans la ville de Yaoundé, le directeur de publication de ce journal n'a pas voulu nous donner les raisons de cette absence. Un second coup de bluff après celui du journal La Météo sur la liste des pilleurs des lignes 94, 65 et 55 le mois dernier. Incendie, le siège d'une télévision ravagée par les flammes à Douala. Le groupe de médias LTM Radio et Télévision a été dévasté par un incendie vendredi soir. Situé au 4e étage de l'immeuble Hofmeni, les locaux de la LTM Radio et Télévision ressemblent à un champ de ruines. Selon les sources concordantes, c'est incontestablement un court-circuit qui est à l'origine de ce drame survenu après un long délestage. Comme Yaoundé, la capitale du Cameroun, la ville de Douala également ces derniers temps en proie aux interruptions récurrentes de l'énergie électrique. Présente sur le bouquet satellitaire Canal+, et créée plus d'une décennie, la chaîne LTM en abrégé la télévision du monde qui émet à partir du quartier Bali dans le 1er arrondissement de la métropole économique appartient à l'artiste musicienne Dinali.
Beaucoup de courage à Djinali qui a justement subi secours il y a 48 heures dans la ville de Douala. Merci Jonathan, bon dimanche. Bon dimanche. Allez, on y va donc, il est tous à Yaoundé. L'assassinat de Martinez Dogo, est-ce que ça viendra densifier la liste des affaires non classées? Madame Michel Coulon je pense par opinion, c'est suffisamment mobilisé autour. Et je crois que ça risque d'être un problème si jamais les responsabilités n'étaient pas établies. Vous savez, tous les Camerounais sont scotchés. C'est chacun qui veut savoir concrètement ce qui s'est passé en commençant par la famille nucléaire, la famille professionnelle et nous autres, les Camerounais. Je tiens à vous dire que l'international s'en est saisi. L'interview la plus récente que j'ai eue, parce que j'ai eu à travailler là-dessus, c'est celle du représentant de la chancellerie des États-Unis au Cameroun, qui s'est intéressé sur la médiane, mais demandait qu'il fallait que lumière soit faite. Vous savez, c'est un assassinat qui offusque. Ça offusque. Ça écœure la conscience collective. On peut quitter la scène, mais tout reste dans la manière. Et j'ai encore foi à la sortie du chef de l'État, son adresse à la nation du canton, où il disait que quel que soit le grade, la distinction d'un individu, tout le monde va rendre gorge. Et je crois que là, il s'adresse aux prévaricateurs de la fortune publique. Et comme justement le dossier Zoro va dans ce sens-là, je crois qu'on fera d'une pierre à plusieurs coups. Alors, Raphaël Nougou, quel est le réservé à l'affaire Martinez Dogo? Nous sommes déjà à près de 2 semaines que cette affaire a une trop décidée. Il faut dire que on aura seulement, comme on dit au Cadre, on aura seulement le résultat de ces enquêtes-là. Mais nous constatons quand même qu'il y a des zones d'ombre. Parce que, de toutes les façons, je vous ai dit ici tout à l'heure que l'enquête présidée par le chef de l'État, à travers son ministre d'État, secrétaire général de la présidence, n'empêche pas que le judiciaire fasse également son travail. Et jusqu'ici, peut-être, leur manière de travailler, c'est pas faire tout le bruit, et que le moment venu, on pourra établir les responsabilités. Mais vous avez suivi tout à l'heure, enfin, je vous ai dit tout à l'heure que sur la base des déclarations d'un colonel travaillant, des opérations travaillant à la DGRE, oui, le patron des lieux a été privé de liberté. Je vous dis que ce n'est pas une bonne image. Parce que si ce monsieur a fait des déclarations et que le journaliste de TV5 est venu encore citer les noms, pourquoi on n'arrive pas aussi les autres, ceux-là? Ou on ne les définit pas pourquoi? Pourquoi on prend tant de temps? Peut-être les gens veulent seulement que le peuple fasse certaines, ou alors se soulève, comme on dit souvent, pour que peut-être comprennent que non. Parce que tout ceci, c'est pour provoquer même les gens à la limite. Ce n'est pas normal que ça fait peut-être 5 jours par là. Hein. C'est pas normal. On doit avancer. Ou alors, ceux qui ont été privés de liberté soient relaxés le temps de conclure les enquêtes. Le moment venu, si on veut les arrêter, on peut les arrêter. Pourquoi seulement cela? Parce que peut-être vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Le président Biya a ses services de renseignement. Il y en a à la police, il y en a à la gendarmerie, il y en a dans les forces de défense, si vous voulez, l'armée. Mais celui-là est le directeur général de la justice extérieure. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà des renseignements au niveau local, il y a même des renseignements au niveau extérieur. Si le patron est privé de liberté, que l'on le démet alors de ses fonctions, on met quelqu'un d'autre. Pour qu'on sache que ces services-là sont maintenant gérés par telle ou telle personne. Parce que, bon, peut-être que chez nous, parfois les gens, et les services comme cela, on ne démissionne pas n'importe comment. Vous savez que ce service-là, c'est un service qui a vu passer des gens comme Jean Fauchivet et tout ce bon monde que vous connaissez. Et c'est un service de renseignement qui travaille en droite ligne. Ça dit que leur note ne s'arrête pas quelque part, ça part directement sur le président de la République. Non, non. Peut-être que je peux me tromper. Ça passe sur le SGPR. C'est le SGPR qui est le chef du DGRE. Très bien. Vous comprenez donc que si le SGPR est en choc avec son DGRE, et bien, beaucoup de choses sales peuvent en sortir. Desquelles en l'occurrence? Le patron
de la DGRE, c'est une direction générale. C'est une direction. C'est pas un ministère de la recherche extérieure. C'est pas un département. C'est une direction générale de quelque chose. Son patron, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Et le SGPR lui-même, il est juste un ministre d'État. Vous savez que la République, il y a beaucoup d'institutions au-dessus. Donc, les ministres, il y a... Donc, ce ne sont pas des autorités si grandes que ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup de films d'action, on est déjà beau, des choses comme ça, donc on se familiarise ou on croit se familiariser avec l'action des services secrets. Aucun patron des services secrets n'a accès directement au président de la République, c'est-à-dire en l'occurrence ici à Abia. S'il écrit quelque chose, ça passe par le SGPR. Voilà. S'il veut dire quelque chose directement à Abia, et quand il sort souvent du pays, là, quand il le salue là, à l'aéroport, là, si le président même pose des questions, c'est même pas qu'il peut bloquer sa main pour dire patron, il faut qu'il te parle. Ça ne se passe pas comme ça. Donc le patron, c'est le SGPR. Et si selon certaines rumeurs, le SGPR n'aime pas trop, n'aime plus trop son DGRE, vraiment on peut coller une peau de banane à quelqu'un comme ça. Procès kafkaïen. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc il y a beaucoup d'un moment de manipulation, de subjectivité, de... Maintenant, il semblerait qu'il soit au sérieux. Il semblerait, je n'ai vu aucune note officielle. Il semblerait. Il semblerait, donc... le Danwe dont on parle, là, Justin Colonel et tout. Oui, tout ce qu'on peut savoir, c'est que les directeurs des opérations et tout. Est-ce qu'il y a une note officielle? Moi, je ne le voyais pas spécialement avant. Il est où exactement? Donc, il y a beaucoup de manipulations. Et le Cameroun est passé maître dans l'art de la roublardise. C'est-à-dire, le régime de M. Biya, je suis désolé de devoir le citer, il a déjà supporté beaucoup de tsunamis. On prend une décision impopulaire, les chancelleries chauffent là, c'est pas normal, les protestations, le régime fait semblant d'aller dans le sens du vent. On prend des mesures cosmétiques, certaines sont même solides. Après, au fil du temps, on les désubstantialise. Par exemple, on prend une loi qui va dans le sens de ce que demandent, par exemple, les bailleurs de fonds. Et puis, 6 mois après, 1 mois après, on prend une autre loi qui vient commencer à enlever des plumes sur l'autre loi et 3 ans après, on remet la situation à l'état où elle était. L'environnement international ne s'est pas arrêté. Surtout que là-bas, les gens tournent. Donc, vous pouvez avoir un président ici, peut-être américain ou français, ou une chancelière allemande, qui tenait à ce que telle réforme ait lieu. Le gouvernement prend la décision de... Mais un État, c'est pas un homme, c'est pas une voiture que tu démarres, tu mets la première, en quelques secondes, ça part. Donc, on commence à mettre un processus pour que la réforme ait lieu. Peut-être 4 ans après, la chancelière en question a dégagé, ou le président qui dérangeait a dégagé, on prend d'autres lois qui viennent désubstantialiser celles dont on reste dans le statu quo. Le Cameroun est passé maître dans l'art de cette chose-là. Il y a quelqu'un qui l'a très bien, une journaliste justement, qui s'appelle Fanny Pigeon. Son ouvrage se lit très très bien parce qu'elle n'a pas de complexité, c'est avec le jargon parfois abscon des universitaires. Au Cameroun de Paul Biya. Donc, cette fois-ci encore, je ne doute pas un seul instant que le régime en place va mystifier les gens comme ils savent. On donne l'impression d'avancer, mais on n'avance pas. Ce qui peut donner ce qui peut déjouer le pronostic ici, c'est que bon, le président semble avoir pris un peu de l'âge, et donc, comme biologiquement, on doit à un moment tous partir pour passer la main, et comme il n'y a personne clairement qui va prendre, parce que nous ne sommes pas dans un libéralisme politique, donc c'est un truc qui doit être arraché ou capté. Donc ce sont ces bagarres-là qui peuvent déjouer complètement le scénario prévu. Le scénario prévu, c'est que cette histoire va être enterrée de sa bonne mort. On peut me détenir des gens 6 mois, faire de l'agitation et tout. Un moment, attention, on va passer à autre chose à un moment. Un moment, attention, ne vit pas pour le Cameroun seulement. Une autre crise va sortir dans notre pays. C'est pas moi, Dieu merci, même le Covid est en train de finir. Quelque chose de plus grave peut arriver et puis les caméras commencent. On ne peut pas focaliser sur un pays à l'international pendant 1-2 mois. Nous ne sommes pas l'Iran, nous ne sommes pas la Libye de Kadhafi, il y a des intérêts très compliqués. Après tout, ce n'est qu'un gars qui est mort ou qu'on a tué.
Je ne suis pas cynique, mais je dis un médecin aux urgences, il est habitué à voir les corps dans tous les états. Oui, Donc oui, quand oui. un corps arrive là, il ne va pas s'exciter autre mesure. Ah mais oh là là, ces intestins sont dehors, ces machins, trucs et tout. Il voit un corps qu'il doit remettre en état. Donc ce qui s'est passé finira par devenir un épiphénomène avec le temps. Et le régime de M. Blaise est spécialiste de ces choses-là. Je suis désolé, mais voilà, donc j'attends spécialement rien. Je vous prie la parole, Raphaël. Oui, oui, merci pour la précision. Je voudrais donc dire qu'au regard de sa position de, je parle là du SGPR, il aurait dû peut-être donc, par rapport au deuxième communiqué, Oui. il aurait dû peut-être donc, ça s'appelle la demande d'explication qui pourrait servir au DGRE, que vos éléments ont été cités dans tant sur l'enquête qui est menée. Est-ce que vous pouvez nous apporter les éléments de réponse? Peut-être avant, si jamais si cela est donc avéré, peut-être une note de suspension ou alors une demande de suspension. Parce que moi ce qui est j'ai dans ma tête, c'est que tout ceci ne nous honore pas. C'est-à-dire que quand on sait que nous sommes quand même dans un pays qui est réputé être toujours bien renseigné et tout, et ça ne nous honore pas. C'est-à-dire qu'on aurait dû poser d'une autre manière sur le plan purement administratif. Mais maintenant que, bon, vous avez si bien dit, ça me dirait, mais tout le monde est au courant qu'il n'est pas libre. Parce que bon, peut-être certains veulent rester... C'est une rumeur. Oui, donc, on pouvait donc, puisque le deuxième communiqué parle déjà de certains éléments, c'est-à-dire, moi je voudrais donc peut-être préférer qu'il passe par, sur le plan administratif, il passe par une demande d'explication. Peut-être qu'il n'y aurait même pas d'effet dans la toile. Ça pourrait se gérer sur le plan administratif. Et bon, en ce moment, donc, s'il est établi qu'ils sont donc reconnus coupables, ceux-là qui ont des postes là-bas, on les démet de leur poste et puis ils sont mis à disposition de la justice. Donc, tout ceci-là ne nous fait pas avancer. Parce que c'est pour ça que moi, je crois mon cul que, qu'on le veuille ou non, et ça, si vous l'avez si bien dit, le président s'en va à sa 90e année. Je crois que c'est le 13 février. Oui. 13 février. Dans 8 jours. Très bien. J'espère qu'il m'invitera à manger son gâteau chaque Non, chaque fois il mange son gâteau, il n'invite pas les scientifiques. Oui, il faut vraiment qu'il vous invite. Oui, qu'on mange au moins ça une fois. Et nous sommes les Africains, nous sommes les Camerounais. Vraiment, à cet âge-là, qu'on le veuille ou non, nous autres qui approchons la cinquantaine maintenant, on a parfois du mal lorsqu'on est dans les bruits. Un week-end, on a du mal à se lever le matin. Mais ne me dites pas que c'est plus facile aussi pour lui. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que lui-même, comme il avait répondu à une de vos consoeurs lors de la conférence de presse, qui verra en 2025 s'il rentre dans son village ou bien il reste. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens qui sont autour de lui ont déjà soif. Certains veulent déjà totalement qu'il rentre dans le village pour qu'il vienne se prendre. Et comme le président n'a pas préparé quelqu'un, on avait dit qu'il avait préparé X. Tous les cadres là ont été jetés, battus en brèche. Peut-être que quand il va convoquer dans les jours à venir peut-être un congrès au sein du parti, à ce moment-là peut-être en ce moment-là on pourra désigner alors élire un autre président. Je ne sais pas trop moi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pendant donc que les gens, les Camerounais attendent les meilleures conditions de vie, on est donc maître dans l'art des bagarres. Je vais vous prêter deux scénarios. Dans son livre Au Cameroun de Paul Biya de Fanny Pichot, la journaliste, elle dit quand le président veut se débarrasser vraiment de quelqu'un, Que fait-il? il fait semblant de le prendre comme un dauphin. Parce qu'il connaît bien ces gars. Il sait que dès qu'il va le faire, les requins viendront le bouffer. Elle explique en prenant 2-3 exemples crus. Bon, c'est vrai que les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Un deuxième scénario que je vous prête, je suis par exemple le SGPA actuel, je préfère ne pas citer son nom. Comme ils sont un peu nerveux ces derniers temps là, moi je vais rentrer tranquillement chez moi. Donc le SGPR actuel, les informations fuitent, donc le directeur des opérations de la DGRE, possible qu'il ait dealé, c'est-à-dire un particulier vient le voir, que gars vraiment aide-moi à faire ci, ça.
Parce que même à nos petits niveaux, parfois vous avez un problème avec quelqu'un, comme il dérange trop, vous partez voir un commandant de brigade que, pardon, donne-moi 2 éléments. Les barrières sont champions en ça. On peut un peu ils avaient les gros bas pour jeter les locataires dehors. Voilà, donc si au petit niveau du citoyen lambda, on peut aller voir un petit commandant de brigade que donne-moi 2 éléments, là on peut un peu faire le CCH chez telle personne. Bon, ceux qui ont les milliards de la République parce qu'ils se sont enrichis avec, c'est légalement, mais c'est pas normal, c'est pas éthique, c'est pas bon. Mais pour l'instant, c'est comme ça, nous sommes... Donc, il peut prendre un vrai ninja, donc j'ai fait des opérations que dit donc viens m'aider à si c'est un petit qui dérange trop là, on va le menacer, on va le brimer un peu. Bon, l'affaire tourne mal. Ce n'est qu'un scénario, l'affaire tourne mal. Maintenant, l'affaire tourne mal, on finit par prendre le directeur des opérations. Et le DGR n'est même pas au courant du tout. Mais le SGPR peut dire, bon, comme toi tu es déjà mouillé là, vraiment je vais essayer de sauver ton... J'ai failli dire un mot grossier, je vais essayer de te sauver. Mais dis que lui là il est mouillé. Comme ça on lui règle son compte. C'est ta parole, c'est ta déposition. Tu l'as informé oralement. Tu dis que tu l'as informé, tu l'as informé. Donc sur la base de cette déclaration, on dit que bon gars, viens, on va t'auditionner. Ou dès que tu arrives, on dit que bon, tu es déjà en état de voilà. Donc les scénarios sont possibles. Nous, ceux qui lisent beaucoup en tout cas, ceux qui regardent beaucoup d'études, beaucoup de choses sont possibles. C'est pour dire ce DGRE là, qui s'appellerait Maxime ou Léopold, quelque chose comme ça. Très possible qu'il n'ait pas été informé. Mais maintenant, son principal collaborateur qui a commis le truc, bon, on dit bon, comme tu es déjà mouillé là, on va voir comment on peut te sauver dans 2-3 ans. Mais sache que là maintenant, tu vas peut-être descendre, même 5 ans, mais on va réussir. Maintenant, deal pour deal là, dit que l'autre est impliqué comme ça, ça permet qu'on lui coupe la tête et puis. Donc, tous les scénarios sont possibles. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui sont en haut là. Déjà, il faut comprendre ça. Ils font semblant d'être avec vous, ils font semblant d'aller à l'église et tout. Ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est des gens qui ont montré qu'ils peuvent faire couler le sang pour conserver leur position de pouvoir. On va citer Angèle de Jomba, on va citer les sœurs de Djoum, on va citer Monseigneur Bala, on va signer d'autres assassinats dont on n'a même pas connaissance. Parce qu'il y a des gens qu'on fait disparaître propres, ni vus, ni connus. Et ce ne sont pas des assassinats d'État, parce qu'on ne les tue pas pour une raison pour poursuivre l'État. Ce sont des assassinats commis par des gens qui tiennent les rênes de l'État, donc des assassinats crapuleux. La vérité, malheureusement, il faut le dire, il faudrait nécessairement que, comme ce qui s'est passé dans les autres pays, que la justice populaire fasse tellement le sale boulot que les institutions républicaines comprennent qu'il ne faut plus tricher. Parce que si en Allemagne, si en France, si en Grande-Bretagne, la justice est vraiment républicaine, c'est parce qu'ils savent ce que ça coûte quand on commence à l'instrumentaliser. Les Occidentaux ne sont pas plus altruistes que nous. Quand ils respectent leurs lois là, c'est parce qu'ils savent ce que ça coûte d'instrumentaliser. Donc quand quelqu'un dit l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, on n'a pas encore vraiment traversé des crises sociétales profondes. Le sang n'a même pas encore vraiment coulé en Afrique. C'est-à-dire les petites guéguerres qu'on fait là, le Rwanda et tout, comparé aux fleuves de sang qui ont coulé dans la petite Europe et qui atteignent ce système-là. Non, nous, on est encore en train de blaguer, de jouer au billes. Il faut la justice populaire au Cameroun. Malheureusement, il fera beaucoup de dégâts collatéraux, mais après, ceux qui s'en sortiront vivants construiront un meilleur Cameroun. Alors, il y a certains juristes qui ont débattu de l'affaire Martinez de Kwaparoussa, mais qui ont proposé plutôt qu'il y ait une enquête, une commission d'enquête mixte et indépendante, parce qu'ils estiment que l'enquête parlementaire, l'enquête administrative, l'enquête judiciaire, même que l'enquête indépendante, toutes ces formes d'enquête ne pourront pas aboutir à la clarification d'un ensemble d'auteurs directs et indirects, de même que des commanditaires. Ils préfèrent plutôt une commission d'enquête mixte et indépendante constituée, des professionnels de l'investigation du champ judiciaire, des journalistes d'investigation, des organisations de la société civile en charge des questions de défense des droits humains et 4 des parlementaires. Qu'en dites-vous, Madame Dikome? Je pensais que c'est ça qui aboutira. Nous avons déjà eu un journaliste d'investigation qui, après nous avoir servi quelque chose. Ça, vous avez défendu la thèse de la presse. Non, nous avons des presses. Oui. Il y a également un homme de presse qui nous a sorti quelque chose de très croustillant il y a quelques jours. Et puis, subitement, a eu un rétropédalage pour venir s'excuser, estimant qu'il s'est trompé, on l'a induit en erreur.
Voilà donc à quoi nous assistons. C'est ça que je vous ai dit, la presse à la fin n'est pas crédible. Et quelqu'un avant Qui moi ne se disait... trompe pas Non, on peut se pays. tromper. C'est pourquoi quelqu'un avant moi disait que la presse, ce sont des informations. La radio, c'est des informations. Mais nous voulons des faits. Et je voudrais vous dire que celui qui a prescrit l'enquête l'enquête administrative est celui-là qui enquête la vérité. Mais je tiens aussi à vous dire qu'il a plusieurs canaux d'information qui vont au-delà de ce qu'il attend. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est même pas déjà au courant de tout ça et instruit ceci simplement pour continuer, n'est-ce pas, de faire des recoupages afin d'avoir la sérénité dans ce qu'il sait déjà. Rien ne nous le dit. Donc, moi, je demande simplement aux Camerounais d'être assez patients, attendant que ce qu'on instruit trouve, n'est-ce pas, son terme et qu'on établisse la responsabilité et chacun de nous sera servi. Alors, permettez-moi oui. que je continue. Parce Allez-y, que vous avez allez-y. évoqué les universitaires. Oui. Alors, si on doit avoir affaire à ce type d'universitaire qui nous parle de la charge par ses soutiens, parce que voilà ce à quoi nous avons affaire au Cameroun désormais. Donc, courageux, il n'y en a pas. Lorsque vous voyez quelqu'un aboyer, ce n'est qu'un tireur à gage. Lorsque vous voyez quelqu'un se délecter dans un type d'information, d'oblitérer la toile avec un type de verbiage, quand vous allez regarder, ce n'est que quelqu'un qui est à la solde d'un gang pour tirer à boulet rouge sur un autre. De quel universitaire, en fait, parlez-vous? Je ne voudrais pas tous... semblable à l'épistémologue. Il faut qu'ils nous Voilà. prennent. C'est pour vous dire que modèle. ceux-là même qui font trop de bruit, nous ne leur faisons même plus confiance. Des universitaires, il y en a qui sont tapis dans l'ordre parce qu'ils sont écrits, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, qu'on les confonde à ce qui fait trop de bruit. Donc c'est pour vous dire, si c'est Loja qui vous dira demain, je suis en clandestinité, j'ai été lâché par les miens, vraiment, faisons table rase. Le chef de l'État a instruit une enquête, je crois que c'est l'homme qui est le mieux renseigné au pays. Il a plusieurs canaux de renseignement, attendons qu'on établisse les responsabilités. Commission d'enquête mixte et indépendante proposée par des juristes, ça pas fou ça. Qu'en dites-vous, Raphaël Ndoko? Non, ce n'est pas une mauvaise proposition de toutes les façons. J'ai dit tout à l'heure qu'au-delà des unités qui ont été citées, gendarmerie et police, il est tout à fait normal, même les parlementaires, pourquoi pas, il est tout à fait normal que d'autres commissions se mettent pour chercher dans la recherche de la vérité. C'est-à-dire que, je parlais des magistrats tout à l'heure, je parlais, même la proposition, c'est-à-dire que les magistrats peuvent continuer, la présidente de la cour d'appel, même le tribunal militaire peuvent travailler. Ils peuvent travailler pour chercher la vérité. Et vous savez que nous sommes regardés par les autres, notamment les Américains, les Français, et tout ça, ils nous regardent. Ils veulent voir comment on gère cette affaire. Et même s'ils ne parlent pas, bon, vous savez, les relations diplomatiques sont compliquées, mais même s'ils ne parlent pas, ils nous regardent. Il faut donc que l'on fasse la lumière. Peut-être que M. Touki disait tout à l'heure que lui, il n'attend pas trop grand-chose. C'est tout à fait bon, c'est son point de vue. Mais je pense que cet assassinat de trop, quelque chose va sortir de là. Même si peut-être aussi ça peut être un arbre qui cache la forêt, parce que le président a annoncé les couleurs le 31 décembre et beaucoup prennent peur. Je suis d'accord avec ce scénario qu'il a essayé de me démontrer tout à l'heure. Est-ce que pendant que le président avait cité un dossier des personnalités qui, jusqu'ici, puisqu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, entre guillemets, auraient détourné, est-ce que cette situation-ci ne peut pas d'abord ralentir peut-être des arrestations qui pouvaient se vivre dans les jours à venir. Pendant ce temps, on est là maintenant, on monte, on descend et tout. Entre-temps, certains veulent régler les comptes aux autres. Vous avez vu, et l'autre jour, on a condamné, vous l'avez dit en introduction ici, on a condamné M. Bengo et tout ça et son épouse. Vous voyez donc, on est dans cet imbroglio-là, peut-être certains se disent même qu'un de ces cas de matin, on va seulement se réveiller qu'on a dit que bon, tel n'existe plus. Donc, s'il y a plusieurs commissions, s'il y a plusieurs enquêteurs dans l'affaire, on peut espérer. Mais si c'est donc... et là, l'éclairage qui m'a donné là, moi, ça me donne fort d'eau parce que si quelqu'un est celui-là qui est un chef d'un camp, il faut le dire ainsi, et que c'est lui qui peut décider de transmettre tel dossier au grand patron, alors là, c'est un problème. Vous avez vu des guéguerres par le correspondant interposé ici entre un ministre d'État, celui de la Justice, et l'autre ministre d'État, SGPN. On a vu des correspondances. Quelqu'un qui dit, selon vos instructions téléphoniques et tout. Vous voyez que ces camps-là,
quand ils font leur bagarre, c'est le peuple seulement qui subit. Oui. Oui, c'est le peuple qui subit. Parce que vous savez aussi que le premier ministre d'État, le ministre d'État que j'ai cité, en charge des questions de justice, lui aussi a des dossiers qui peuvent être, comment je vais dire ça, il a des dossiers contre d'autres personnalités. Donc on cherche donc à nous mettre dans une sorte de cafouillage comme ça là. Et qu'à la fin, si les gens ne sont pas vigilants, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je ne suis pas contre d'autres commissions ou alors d'autres enquêteurs qui font le travail par rapport à cette affaire. Parce que je vous ai dit plus haut que la mort peut sauver. C'est-à-dire que la mort peut sauver veut dire que tous ceux qui sont les chrétiens, qui lisent beaucoup la Bible, savent que Jésus-Christ a été crucifié pour sauver l'humanité. Donc la mort peut sauver. Mais la mort va beaucoup plus sauver quand les dénonciations de Martinez, on verra la lumière sur ce qu'il a dénoncé. Parce qu'on a vu ici une dame qui a été très rapidement incarcérée, placée sous mandat de dépôt, certainement parce qu'elle a dit que telle structure ne paie pas les impôts. Vous avez vu quel type de reportage, vous êtes journaliste, vous avez vu quel type de reportage la chaîne de télévision en question a fait à l'endroit du DG des impôts qui est en train d'aller du côté de l'UFMI. Vous avez vu quel type de reportage? Comme pour dire que le gendarme d'argent du Cameroun, c'est-à-dire que celui-là qui a été nommé pour sécuriser nos recettes et tout ça, pour sécuriser nos impôts, comme pour dire que les 10 ans qu'il a passé là-bas, il n'a rien fait. Tout simplement parce qu'on a demandé que vous versez vos impôts. Tout ça doit être, la lumière doit être faite dans tout cela pour que le peuple camerounais, qui mange le bâton de manioc va voir Talamba ici à 125 francs, alors qu'on peut le manger à 50 francs. À l'époque, ça coûtait 25 francs, 50 francs. Aujourd'hui, il coûte tellement cher. Et il coûte cher pourquoi? Parce que nous sommes dans un mauvais état. Dans les mauvais états, c'est ça qui fait que le transport devient de plus en plus cher. Or, si les gens payent normalement les impôts, si les caisses sont renflouées, on va pouvoir entretenir nos routes. Et on va pouvoir entretenir les routes des bassins de pollution. Donc, à ce niveau-là, on n'aura pas tout le problème de vie chère. Mais à partir du moment où ceux qui doivent décaler, doivent payer les impôts, ne les payent pas, c'est tout ça, c'est l'ensemble, tout ça que Martinez dénonçait. C'est pour cette raison-là aujourd'hui que on est en train de... Enfin, les gens citent l'homme d'affaires en question pour la simple raison que c'était tellement bizarre que les dernières émissions que Martinez a faites dans l'entreprise FM parlaient de lui et que le lendemain, Martinez a assassiné. Donc, au-delà de son assassinat, ce que nous revendiquons en plus de ces enquêtes, c'est aussi de mettre des enquêteurs derrière les dossiers que Martinez dénonçait. Alors, il y a un auditeur domicilié aux États-Unis d'Amérique, René Marga, qui s'adresse à Faustin Touquet et dit: pour la première fois, je suis contre ce que dit Faustin Touquet. Ça, ce sont des suppositions bizarres qui risquent de noyer les faits. Pour une fois, je fais confiance au président de la République. Il dit ceci: les États-Unis suivent cette affaire de près, croyez-moi. Et le président de la République le sait. N'en parlons pas de toutes les chancelleries occidentales qui ont les yeux tournés vers et tout dit. Je suis personnellement, dit-il, impliqué au niveau du Sénat et autres organisations des droits de l'homme, de défense des droits des journalistes. Alors, mon cher compatriote qui est de l'autre côté, parle avec le cœur. Et Faustin et Touquet également parle avec le cœur, mais il parlera avec le cœur en micro. L'homme de science s'intéresse à la régularité des constances. Un événement qui est plusieurs fois récurrent donne une corrélation très probable. Est-ce qu'une commission d'enquête indépendante peut avoir lieu au Cameroun? D'où nous vient ce mot? D'où nous vient cette expression? Parce que nous voyons les films et parce que nous savons qu'aux États-Unis ça existe vraiment. Le Congrès peut effectivement mettre en place une commission d'enquête indépendante qui aura les moyens de répression et d'investigation. Au Cameroun, qu'est-ce qui peut être indépendant? Sociologiquement, il faut laisser le juridisme. Parce que d'abord, nous avons des profs de droit qui ne connaissent même pas le droit.
La preuve, on peut violer les droits de quelqu'un publiquement. Le code de procédure pénale dit comment ça se passe. On attrape un individu sur la base de rien, il fait des années en prison, fait des renvois à n'en plus finir. Les profs de droit sont occupés, je ne sais pas moi, à raconter des choses dans les amphis, à ne pas se prononcer publiquement. Donc, l'éthique juridique, l'esprit juridique, c'est-à-dire qui est fondé sur dès qu'on s'écarte de la règle, on rappelle, ça n'existe pas. Les étudiants, je prends des exemples concrets pour qu'on comprenne. On dit par exemple, il y a un décret qui dit que les droits universitaires se payent en 2 tranches. Oui. Dans l'université, on dit vous payez ça en 1 tranche. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Et finalement, c'est ce qui est illégal, du moins antidécrétal, qu'on va appliquer. Nous sommes donc dans un pays où la loi, l'esprit de la loi, ne vaut encore rien. Parce qu'on a construit beaucoup de choses sur des individus. Il faut être en allégeance avec des hommes. Nous sommes un pays où il y a des hommes forts. Nous n'avons pas des institutions fortes. Je ne sais pas si c'est Barack Obama qui avait dit quelque chose comme l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Les noms ne me restent pas beaucoup. Mais s'il ne l'avait pas dit, l'épistémologue le dit. Là où il y a des institutions fortes, là où la loi pèse, les mécanismes juridiques intériorisés pèsent plus que la personnalité de n'importe quel individu, oui, on pourra parler de commission indépendante. Au Cameroun actuel, quelle est la plus grande institution? Juridiquement, la plus grande institution de la République, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Vous voyez le monsieur qui a été le Conseil constitutionnel. Je ne parle pas de M. Biya. Si le président du Conseil constitutionnel donne un ordre, le ministre de la Défense, ou le Premier ministre, ou même le CED donne un ordre, vous croyez que les services de sécurité vont obéir à qui? Au Conseil constitutionnel? Peut-être certains militaires ne connaissent même pas son nom. Pourtant, juridiquement, c'est la plus grande institution. Donc, s'il dit quelque chose, et tout dit France, même seulement le souci, il va venir revenir même sur sa décision. Je vous parle de la plus forte institution du Cameroun. Donc, sociologiquement, nous ne sommes pas encore au niveau où on peut parler de commission d'enquête indépendante. Sinon, c'est la cosmétique, c'est faire plaisir aux gens. Il n'y a aucune institution qui est indépendante au Cameroun. Ce que M. Biya veut, il l'aura. Et puis, c'est quelqu'un de... Il n'est pas... comment dire... Même s'il avait été moyen, même s'il avait été médiocre, même s'il avait été, disons, con, l'expérimentation, c'est la meilleure école. Quelqu'un qui vit dans un garage, qui apprend la mécanique en pratiquant, venez avec vos diplômes d'ingénierie là. Quand il y aura un problème concret, il va vous ridiculiser. Donc, monsieur Biya connaît l'administration parce qu'il a pratiqué pendant très longtemps, j'ai failli dire trop longtemps. Il est donc devenu intelligent dans ces choses. Il a été SGPR. Donc il connaît la DGR qui ne s'appelait même pas DGR à l'époque, comme sa poche. On vous a dit, quand il va se débarrasser de quelqu'un, il fait semblant de vous embrasser, de vous confier, de faire de vous un pseudo de famille, c'est que les gens vont vous bouffer. Donc il pose là, les gens le lisent difficilement, ils ne peuvent même pas vraiment le lire. Donc si à un moment il estime la commission d'enquête indépendante peut sembler donner ceci, il va instituer ça, vous allez voir comment mettre une commission, ça sera que c'est transparent. Tout se pense au Cameroun par lui et pour lui. Et quand nous voudrions faire l'effort collectif et sociétal de commencer à rendre les institutions fortes, où un étudiant peut se tenir debout devant son doyen et lui dire sans baisser les yeux que la loi dit ceci, tu n'as pas le droit de faire ça. Et que les autres étudiants sont derrière lui pour dire, monsieur le doyen, obéissez à la loi. Et non les gens qui sont toujours en catimini comme ça. Vraiment, ce n'est pas derrière M. Biakolé venu apprendre à faire des grimaces. Nous vivons dans un pays où on apprend à obéir aux hommes et non aux institutions, aux règlements. Donc vraiment, mon ami qui est aux États-Unis, là, bon, bonjour déjà, envoie-nous le vrai whisky parce qu'on nous fabrique des whisky compliqués ici au Cameroun. Mais commission d'enquête indépendante, les résultats que vous entendez, vraiment, l'environnement institutionnel américain n'a rien à voir avec celui du Cameroun, rien du tout. Donc arrêtons de rêver. Mais je souhaiterais également comme vous, mais ce n'est qu'un souhait, un souhait qui ne se réalisera pas. La régularité des phénomènes au Cameroun montre que les choses se sont toujours passées ainsi. Et ce sont les mêmes acteurs qui sont là. Pourquoi voudriez-vous que ça change? Alors,
avocats disent ceci. C'est dans le quotidien du Messager qu'ils ont justement rendu public leur compte rendu. Ils disent l'enquête judiciaire ou préliminaire, l'enquête administrative, parlementaire et indépendante. Donc l'aide de justice soutient que lorsque l'on voit les moyens déployés par les malfaiteurs qui ont ôté la vie au Maccabée, on est enclin à penser que c'est le plus des professionnels de la chose criminelle qui ont plus ou moins naturel avec le pouvoir de l'État. En faisant ces hypothèses, dit-il, il est à parier que si l'on mise sur une enquête judiciaire, le résultat qui sera servi ne sera que du menu flétin. Parce que bien que l'on qualifie la justice de troisième pouvoir, beaucoup pensent dans notre pays qu'il y a plutôt une simple autorité judiciaire qui n'a pas suffisamment, comme qui dirait le grand long, pour s'attaquer aux commanditaires d'un tel crime. Il continue en disant, si l'on prend l'hypothèse d'une enquête administrative ou parlementaire, le résultat risque de ne pas être bien ailleurs, étant donné que notre Parlement est quasiment monopartite, aura pour réflexe de toujours protéger l'État qui pourrait avoir un lien avec l'horreur déplorée. Et si l'on opte enfin pour une enquête indépendante, disent-ils, le risque encouru est que les personnes en charge d'une telle démarche pourraient ne pas avoir les fondées franches pour obtenir toutes les informations nécessaires et accéder aux documents requis. D'où la proposition, disent-ils, d'une commission d'enquête mixte et indépendante. Donc ils estiment qu'il y a des faiblesses ou bien des limites de l'enquête parlementaire, judiciaire, administrative et indépendante. Très bien, on va donc prendre des membres dans chacun des corps. Mais tous ces corps sont fondamentalement dans l'allégeance du pouvoir, non pas du président bien. Et il vous lit, c'est un très bon joueur d'échecs. Je veux dire, c'est peut-être pas jouer aux échecs comme nous, mais je dis en termes de stratégie, il sait comment manipuler les gens à l'expérience du pouvoir. Maintenant, on pourrait dire une commission d'enquête internationale pourrait être indépendante ou je ne sais pas moi neutre. Je ne parierais même pas là-dessus. Parce que même à l'international, les gens utiliseront l'enquête pour peut-être régler des comptes à un pouvoir qui ne veut pas se laisser faire depuis une bonne quarantaine d'années. Donc, dans tous les cas, vous aurez des acteurs qui vont utiliser le prétexte pour essayer de régler des comptes à X ou à Y. Donc, en résumé, soit on fait un peu d'agitation comme on fait actuellement, et puis dans quelques semaines, on va deuxièmement passer à autre chose. Nous sommes déjà 2 semaines aujourd'hui. Soit, ce que je ne souhaiterais, mais que je souhaite vraiment, vous comprenez, il y a la science qui parle de la régularité des phénomènes, il y a le citoyen que je suis qui voudrait quand même voir les choses changer. Dans les institutions officielles actuelles qui sont largement phagocytées par des logiques officieuses, ce n'est qu'un brutal acte de justice populaire qui peut créer un électrochoc. Et ce sera fait à l'endroit de qui? Ou à l'endroit de qui? Le problème justement de la justice populaire, c'est qu'elle est aveugle. Elle crée peut-être plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est-à-dire, il y avait peut-être 100 coupables, elle peut attraper une trentaine de coupables et peut-être 400 innocents. La justice populaire est aveugle, elle détruit simplement et tout. Mais les institutions officielles telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont trop noyées, trop enrégimentées, trop phagocytées. Et si on appelle l'international, ils vont dire Dieu merci, voilà un prétexte pour déboulonner ce gars qui ne veut pas entendre raison. Donc dans tous les cas, j'ai bien peur que... Non, nous ne soyons pas défaitistes. L'espoir fait vivre. Prions pour que la justice soit dite. Voilà, prions pour que M. Martinez-Zobo ne soit pas mort pour rien. Et appelons de tous nos voeux qu'il y ait des coupables qui ne soient pas des boucs émissaires. C'est-à-dire qu'on ne nous désigne pas des figures juste pour, voilà, comment dire, aider à passer la pilule amère. Comprenez? Bon, et ce qui est curieux dans l'orientation de ces différentes enquêtes, l'on constate que les lanceurs d'alerte qui sont domiciliés à l'étranger ont la propension à citer des noms. Est-ce que la justice ne peut pas se focaliser sur ces différents détails-là pour travailler, amener des enquêtes approfondies sur ces noms qui sont cités?
connaissez bien ces lanceurs d'alerte, on ne va pas citer leurs noms, mais régulièrement ils citent des noms qui sont suspects. Relativement à la de Martinez, Raphaël Ebdoko. Oui, mais un lanceur d'alerte aussi vous a dit que ceux qui citent là sont pro. Et je crois que j'ai lu ça ce matin, que ceux-là qui citent souvent les noms sont dans un camp. C'est pour ça qu'ils citent le nom des autres qui sont dans l'autre camp. Donc c'est la bataille des lobbies qui se joue autour de l'affaire Martinez. C'est la bataille des lobbies, tout simplement. C'est rien à faire. C'est pour ça que j'ai dit que quand il a fait des démonstrations, j'ai dit que effectivement, à un moment donné, la presse, il va d'abord permettre que le temps que les gens positionnent et le temps que les gens cherchent à noyer certains peuples qui les accablent, on va donc avec la presse, on pourra passer à autre chose. D'ailleurs, on va parler des commissions. Regardez vous-même entre vous les journalistes, oui. Vous avez perdu un de vos confrères. Ce n'est pas tous les médias qui en parlent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que d'autres médias sont là à passer à autre chose. Et quand bien même il y a des mouvements, les lanceurs d'alerte ont la primeur sur vous. C'est-à-dire que vous êtes même à Yaoundé. Mais c'est quelqu'un qui a parlé aux États-Unis qui dit qu'on a arrêté X ou Y. Or, vous-même, vous avez la possibilité de dire que breaking news, ce que vous dites n'est pas vrai, par exemple. Donc vous voyez qu'eux-mêmes, ces lanceurs qui sont de l'autre côté là, ils manipulent même l'opinion comme ça, y compris même les journalistes. Un journaliste a demandé pardon, il a pris l'information peut-être pas ici au Cameroun ou à Yaoundé, il n'a pas les correspondants ici les bassins à Douala, mais il a pris ces informations chez les lanceurs d'alerte et il a publié. Et il revient sur sa publication après vous dire que vraiment, tout à l'heure, c'est un peu comme vous avez dit, j'avais le titre là, les Israéliens du BI s'invitent dans le dossier de Martinez. Oui. Et le journal Info Matin qui a bluffé ses lecteurs. Vous avez dit que... On a cherché le journal jusqu'à minuit. Voilà. Il n'était pas inquiété. Et l'autre a bluffé les lecteurs. Lors de la revue de presse, on a lu ce titre là. Oui. Très bien. Donc, vous-même, vous pensez déjà les éléments à la garde. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu compliqué que vous êtes allé voir le ministre pour lui dire qu'on veut gréver. Vous voulez aller voir le ministre pour lui dire que vous attendez qu'il vous dise qu'il est grévé. Non. Ou bien vous voulez marcher. Vous attendez qu'il vous dise qu'elle est marcher. Il ne peut pas vous dire qu'elle est marcher. D'abord, c'est un papa, il ne va pas vous dire que allez marcher mes enfants. Non. C'est que vous-même, vous pouvez aussi vous mettre ensemble avec ces avocats-là et vous-même, vous investiguez aussi à votre niveau. Avec quelques éléments que vous pouvez avoir. Si la presse média est divisée sur la question, c'est un gros problème maintenant. Donc ça dit, peut-être que je vais m'allier derrière lui pour dire que dans quelques semaines, on va passer à autre chose. Donc, vous-même aussi, mettez-vous au boulot, accompagnez les enquêteurs avec les éléments que vous pouvez avoir, ainsi de suite. Et là, on aura la lumière dans l'affaire. Tellement ça commence déjà à dessiner là, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, très honnêtement, la mort fait mal, mais il ne faut pas que les gens profitent de cet assassinat-là pour se régler les comptes ou bien pour cacher certains dossiers que le chef d'État avait annoncé le 31 décembre, que les gens vont rendre gorge. Donc tout ça c'est un vrai problème. Mais la famille de Martinez pleure leur enfant. Le peuple camerounais pleure leurs compatriotes. Parce que, monsieur Toukou disait tout à l'heure que le langage de Martinez passait, même le rousseur, c'est-à-dire que quand il est 10 heures, il n'a pas la radio. Il va se positionner à côté de quelqu'un qui écoute la radio pour suivre ce que Martinez disait. Et surtout qu'il faisait ça dans son style. Oui. Je ne vous apprends rien. Il avait commencé ça dans cette radio-ci, ici en tout. C'est ici que Martinez a créé son émission Embouteillage. Tout à fait. Il s'est déporté à Magic FM. Il a continué à Amplitude FM. Donc, à faire Internet aussi pratiquement par là qu'il fait ça. Et son message est à l'endroit des personnes les plus défavorisées. Si vous entrez dans un taxi, vous allez seulement suivre embouteillage. Donc, aujourd'hui, il s'en est allé dans les conditions insupportables, dans les conditions inimaginables, dans les conditions atroces. Alors, ne dormons pas. Jésus disait souvent à ses disciples, hein, si on sentit un film qu'on voyait quand on était petit là, qu'on appelait Jésus de Nazareth, même si l'acteur dit qu'il est fatigué des prières que les catholiques font devant cette photo. Ça, c'est une parenthèse. Il disait donc que
ne dormez pas, au risque d'être surpris. C'est le message là que je dis aujourd'hui que ne dormez, vous-même les journalistes, ne dormez pas. Accompagnez aussi les instances qui ont les enquêtes en main. Aujourd'hui, c'est la troisième émission que nous faisons sur Matinée. Les détails que vous, justement, les détails que vous pouvez avoir, vous pouvez faire ça sous forme de notes, vous envoyez aux enquêteurs. Si les avocats sont derrière, par exemple, qui veulent aussi accompagner les enquêteurs, qui travaillent avec vous, ainsi de suite. Donc, chacun peut faire à son niveau afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Est-ce que les batailles des réseaux de pouvoir ne vont pas finalement tuer l'affaire Martinez-Gros? Madame Boudico. Je voudrais apporter une modeste contribution. Moi, je voudrais m'adresser à l'intelligentsia au Cameroun. Leur dire qu'on peut en un jour décider de devenir riche, mais ce que vous avez acquis dans les offices de la connaissance, en 9 ans, 10 ans, 11, 12 ans, il n'est pas donné au commun des mortels de l'acquérir. Que l'intelligentsia cesse de descendre dans la gadoue, que l'intelligentsia se prenne au sérieux et cesse de se nourrir des macabées, des siens. Dans l'intelligentsia, vous catégorisez Oui, je catégorise. cette portion Oui, voilà, en focalisant l'attention sur qui? Des intellectuels du Cameroun. Ils se sont peut-être dénommés Parce qu'il y a un distinguo entre intellectuels et mais universitaires. tous ne sont pas universitaires. Il y en a qui sont sortis, qui ont été moulés dans les grandes institutions. Il y en a qui sont allés au-delà, qui ont pour vocation d'enseigner. Je les mets tous dans le même mot. Ce sont eux qui font et défendent l'histoire d'un pays. On n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Les institutions ne peuvent être fortes que si nous avons déjà d'hommes de qualité. Et c'est de ces gens-là. Mais paradoxalement, au Cameroun, nous avons des hommes forts. Effectivement, des institutions qui devraient être fortes. Je cherche des hommes de qualité qui ont d'abord une tête bien faite et qui incarnent certaines valeurs. C'est ce copinage-là, avec certains réseaux, qui plombe la vie de notre nation. Sortons des sentiers battus, sortons de ces rapports incestueux avec certains. Je vous dis, tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde ne peut pas acquérir ce que vous avez appris au prix, tel que de sacrifices consentis, obtenus dans les amphithéâtres. Faisons très attention à qui nous sommes, prenons-nous au sérieux, bâtissons une nation unie qui puisse incarner l'image que nous voulons donner à notre pays. Est-ce que l'intelligence a failli? Il faut s'intoquer. Tout à fait, Marie Dikoumé a tout à fait raison. Et s'il faut le dire comme ça dans le mot de la fin, on peut pleurer Martinez, oui. On peut chercher que justice puisse être rendue, oui. À sa famille également, oui. Mais ça ne dépend pas de nous. Il y a trop d'interactions, il y a trop de rapports, il y a trop de jeux en puissance. Et donc, il serait difficile d'attendre qu'une vraie justice lui soit rendue. Mais on peut véritablement donner aujourd'hui un sens à la mort de ce jeune compatriote. Il est jeune, 51 là, c'est jeune. Vous savez qu'au Cameroun, quand on a 90 ans, on a encore du bagou, n'est-ce pas? Donc, on peut donner du sens à sa mort en sortant la gestion du budget de l'État de la caverne, de la pénombre dans laquelle elle se trouve. Que les députés analphabètes là commencent un peu à leur niveau à poser des questions. Ils peuvent faire là-bas des commissions d'enquête parlementaire. Je sais qu'ils ne le feront pas maintenant parce qu'en 2009, un certain Babi Sakana, ingénieur financier, a interpellé tous les 180 députés du président en personne sur des excédents budgétaires. On était en novembre 2009. Il leur a dit, mais il y a des excédents budgétaires qui n'apparaissent nulle part. Et le gouvernement même manque. Parce que le gouvernement dit que voici l'argent qui a la BEAC et tout. Oh, voici les chiffres publiés. Il a montré clairement qu'il y a 1800 milliards qui ne répondent pas à l'appel. Si vous êtes des vrais députés de la nation, demandez une commission d'enquête parlementaire. Quelque chose qui avoir des finances est passé comme une lettre à la poste. Et depuis cette époque-là, Babi Sakana n'est plus incisif. Est-ce qu'on lui a fait peur? Est-ce qu'on l'a acheté? Je ne sais pas. Mais vous voyez, nos lunettes là, on voit très loin à travers le temps. Babi Sakana n'est plus virulent, incisif depuis novembre 2009. Depuis qu'il avait demandé à l'Assemblée nationale d'ouvrir une enquête parlementaire sur les excédents budgétaires. Oui. En l'espace de 5 ans, il y a 1800 milliards qui ont disparu des radars. 1800 milliards.
les gens viennent bousculer les miettes là pour Jean-Pierre Amougou Belinga ou bien pour d'autres gars qu'on a enrichis. 1800 millions ont disparu officiellement parce que les écrits montrent que et le gouvernement réussit à écrire. Donc il a, comment dire, déshabillé le gouvernement. J'avais scanné ce document. Je pensais que ça allait faire des échos. On a fait des échos. J'étais même allé voir Mathias Ronan Guéni. J'étais au niveau de en sciences politiques. Que mes grands frères, le machin ci et tout. Quand j'ai vu sa première réaction avant qu'il commence à parler en face, là où j'ai compris que le type n'est même pas avec nous. C'est pas 2009. C'est-à-dire quand j'ai vu sa réaction, pour une question à quelqu'un, un truc. C'est-à-dire quand vous lisez un peu son premier truc, avant maintenant qu'il commence à essayer de mettre la sang, j'ai compris que le type n'est pas avec nous. Donc, vérifier quelques années plus tard. Il n'est pas avec nous, il n'a jamais été là. C'était son petit complexe d'IP avec son papa qui était un peu plus avancé que lui. Mais ça, c'est une parenthèse. Au Cameroun, la gestion des finances publiques doit sortir des cavernes. Ça doit sortir de l'ombre. Ce que Martinez Zogo faisait là, ça devait commencer à l'Assemblée nationale. Les universités devaient faire de l'aide. Les journalistes financiers spécialisés devaient prendre le relais du relais. Les journalistes grand public, le relais du relais des relais. Dans la société civile, même dans les églises, on doit en parler. L'argent public, c'est l'argent de tout le monde. Ce n'est pas l'argent de M. Biya, de ses ministres. Ce n'est pas l'argent des gens qu'ils choisissent pour en faire des DG ou bien des pseudo-hommes d'affaires. C'est notre argent à nous tous. Par exemple, si on peut sponsoriser des hommes d'affaires autour des centaines de milliards, moi, de ma petite voix, je vais dire, je préfère qu'on mette cet argent dans la subvention des produits de grande nécessité. Si beaucoup pensent comme moi, peut-être que l'essence va baisser. Peut-être qu'il y aura la couverture médicale universelle. Je dis peut-être. Mais les gens ne peuvent pas décider dans des bureaux comme si c'est Dieu qui leur a donné ça, qu'ils font de notre argent ce qu'ils veulent et comme ils veulent. Et dès qu'on commence à dénoncer, on menace ou on tue. Ça, personne ne peut nous empêcher de parler. Si on commence à parler tous ensemble, la transparence va les faire reculer. Allez. Ce qu'ils ont déjà mangé là, ça va être dans leur ventre. Mais le reste, nous aussi, on va commencer à manger. Voici la réaction voilà où on peut donner ça la mort de Martinez. Voici la réaction de l'ennemi de la profession, Madou Bello, qui est, lui, au Canada, qui dit ceci: la vraie justice ne va toujours pas vers là où on veut l'envoyer. Je peux vous dire que les lanceurs d'alerte ont été ceux qui ont brouillé les enquêtes parce qu'ils en veulent à l'homme d'affaires dont on parlait tout à l'heure. Selon mes sources, dit-il, les enquêtes sont également orientées vers les officines des partis politiques. Deux partis politiques en l'occurrence, dans certains cas, en veulent à l'homme d'affaires. Les vrais enquêteurs ne sont pas suffisantes. Radio France Internationale a désavoué Reporters sans frontières. Même Boris Berton a déjà peur. Je reste également convaincu que les gars de l'homme d'affaires préparent des plaintes. Dès que tout ceci va s'arrêter, la guerre est Kambamleke risque d'avoir lieu. C'est vrai ça? Disons, c'est très plausiblement possible. Nous, avec l'expertise que nous avons et peut-être le soutien du Seigneur, j'en sais trop rien, même si c'est subsidiaire, on essaiera de faire en sorte que cela n'ait pas lieu. Il n'en demeure pas moins vrai que notre pays, son vrai socle, ce sont des allégeances ethnico-tribales. Et dans cette ethnico-tribalité, qui détient le pouvoir politique au Cameroun? Il semblerait que la grande dominance soit Ekan. Oui. Qui détient le pouvoir économique au Cameroun? Il semblerait que la grande dominance soit Bamileke. Oui. Peu importe comment ça a été fabriqué, parce que tous ces grands commerçants Bamileke ont été fabriqués, financés par Aïdjo avec de l'argent public. Ça, il faut le dire clairement. Mais aujourd'hui, donc, vous avez d'une part des gens qui tiennent ce qu'on appelle le pouvoir politique, qui le manipulent à leur guise, des gens qui tiennent les rênes de l'économie, et ils veulent nous amener dans le schéma de la Révolution française, où ce n'était pas une révolution populaire. On a utilisé le peuple pour renverser la noblesse politique, pour que les bourgeois économiques viennent prendre la République et faire semblant de dire République, alors que c'était la préservation des intérêts bourgeois. Jusqu'aujourd'hui, la France est peut-être plus avancée que certains pays, mais ce n'est pas une vraie démocratie. C'est une démocratie bourgeoise. Donc, à l'échelle du Cameroun, on veut nous amener dans une histoire où la noblesse politique qui est à dominance et quand vous avez donc les bourgeois économiques
des gens qui sont en dominance bamileke veulent entraîner le reste du peuple comme des moutons dans une sorte de révolution française, mais à la camerounaise, Oui. où la dominance bamileke bourgeoise viendra renverser la dominance politique, soi-disant pour le peuple. Mais le peuple est toujours dans un marché de dupes. C'est pour ça que je ne saurais céder. Quoique j'ai dit qu'il faut la justice populaire, mais si elle se déploie, des gens vont immanquablement la récupérer et l'instrumentaliser. Oui. Et donc nous devons dépasser. Et ça, on le fera avec le pouvoir de la science. Ce clivage qui s'est créé là entre la noblesse politique et la bourgeoisie économique bamileke. Ce pays doit réussir à traverser ce clivage. Et il va le traverser. J'ai failli dire Amen, mais bon, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans le... Parce que n'ayons pas peur. L'autre dire au bas mot, parce que celui du quartier ne comprend pas toutes ces explications. Oui, justement, c'est le tribalisme. Sortons justement de l'ornière du tribalisme. Soyons un. C'est pour ça que quand on appelle à l'intelligentsia, c'est toutes les pontes des universités, des grandes écoles, de tout le triangle national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans aucune... C'est-à-dire que faisons bloc, sortons de là, sortons des hommes candés, éligeons un beau pays dans lequel il fasse bon vivre pour tous les citoyens camerounais. J'applaudis. Raphaël Ndougou, Je crois que... est-ce que cette guerre aura lieu? Non, non. Parce qu'on voit en toile de fond la fibre ethnocentriste. Non, aucune guerre ne va lancer ça, pas du tout. Parce que on n'a même pas ces problèmes-là. C'est-à-dire que cet appel qu'on appelle vivre ensemble, on n'a pas ces problèmes. C'est-à-dire qu'on cohabite normalement dans nos... Parce que l'autre point, il a dit que Dieu donnait son bac commis hier. En rapport avec cette affaire, ça fait réfléchir. J'ai souri, un gars très intelligent. Il se trouve que... Tout à fait, tout à fait. C'est ce que Mme Dikoum vient de dire, en interpellant ces intellectuels et ces universitaires-là. Parce qu'effectivement, parce qu'ils s'assoient sur un fauteuil d'une télévision, ils perdent totalement toute son intelligence qu'on le connaît. C'est ça qui fait problème. Le problème de financement et autres là n'est pas aujourd'hui, il vient de vous le dire, M. Toukou vient de vous le dire. Oui. C'est que ça existe depuis. C'est-à-dire que ce soit ceux du Grand Nord, que ce soit ceux du Grand Ouest, que ce soit même ceux dans le Grand Centre, ont bénéficié de ces subventions-là, de cet appui-là. Moi, je crois que le problème que l'homme d'affaires dont on parle va avoir, c'est que comme il est à la base journaliste, et que lui, il n'a pas de langue dans sa poche, parce que les autres n'en parlaient pas beaucoup, jusqu'à présent, on continue de donner des appuis aux hommes d'affaires. Ils n'en parlent pas. Peut-être même les autres concurrents que lui ont aussi reçu. Ceux qui ont des groupes de médias ont aussi reçu, mais ils n'en parlent pas. C'est peut-être parce que lui, il a ce côté de journalisme-là qui fait que il dit ces choses comme ça, comme on dit souvent au quartier, ça sort comme ça sort. Mais s'il était peut-être calme dans son coin, peut-être laisser ses journalistes et autres collaborateurs faire le travail sans faire tout le sortie bizarre, un peu comme il fait souvent. C'est peut-être ça qui cause un problème. On ne peut pas avoir un problème de guerre de tribalisme ici au Cameroun. D'ailleurs, on a déjà brisé les barrières. Les filles vont en mariage nord, vont en mariage à l'ouest. Donc on a plus ces problèmes. Non, il y a l'expansion à certains niveaux qui s'observent chez elle. Oui, il y a des expansions, mais sauf qu'il faut donc peut-être des personnes qui sont des scientifiques, comme M. Toukessi, oui. Il faut donc qu'il fasse un travail de scientifique. C'est-à-dire que quand le Cameroun lambda va vouloir poser un problème ethnique et autres, qu'il soit même de lui apporter des éléments de réponse avec véritablement toute la science qui va avec. Parce qu'effectivement, depuis un moment, on parle des universitaires là. Il y a un qui a fait également une sortie là-bas il y a quelques semaines. C'est-à-dire que je crois vous êtes même dans la même filière. Il est sociologue. Oui, oui. Alors, vous voyez que quand il fait des sorties comme ça, et ces étudiants qui sont à la maison, regarde, ils vont dire quoi? Donc, il peut avoir des frustrations, mais il faut orienter ça pour que le Cameroun ne culte pas dans la tête. Vous vous souvenez une fois ici, on vous disait que les petits sont les détourneurs, ce sont ceux qui sont les voleurs. Ça fuse quand même quand on entend des langages comme ça. Ah, quand les petits sont quoi? C'est que les détourneurs des fonds publics. C'est un problème. Mais ce langage-là doit cesser. Et pour que ça cesse, il a si bien dit, même dans les églises,
en dehors de quand il parlait de la gestion des finances. Même tous ces langages-là, on doit dire cela même dans les églises, même partout, pour dire qu'il faut cesser de vous adresser comme ça entre nous sommes des Camerounais. Si on venait, si une guerre civile, une guerre arrive au Cameroun, comment on va la gérer? Donc, moi, ça ne peut pas arriver, mais évitons aussi au maximum des propos vraiment, je crois c'est même interdit. Voilà. Merci bien Raphaël Ndougou, Fossé Touké et Madame Michel Bodico d'avoir participé à cette émission dont la rediffusion est prévue ce lundi 6 février 2023 entre 22h01 du matin. Il est 13h à Yaoundé. Bonjour à tous les universitaires de la République.